Bonjour à vous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, chers abonnés également de l'application. Bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien, un grand entretien un petit peu exceptionnel, puisque aujourd'hui je reçois Monsieur Milorad Dodik, qui est le président des Serbes de Bosnie, de la République serbe de Bosnie. Monsieur Dodik, bonjour, merci de nous faire l'honneur de venir chez Omerta aujourd'hui. Comme première question, je voulais vous demander quelle est la raison de votre visite en France. Merci à vous, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire cette interview et de me recevoir ici chez vous. L'objet de ma visite est effectivement de pouvoir rencontrer des décisionnaires français dont les décisions peuvent avoir un impact sur la vie de la région dont je suis issue, donc en République serbe et plus largement dans toute la région, et également casser les stéréotypes qui sont liés à cette région, et puis apporter des informations dont on dispose la plupart du temps pas vraiment, et notamment des informations qui peuvent être apportées du côté serbe, alors que d'habitude ce n'est pas forcément la source qui est prise en compte. Et puis par ailleurs, rencontrer également les représentants de la vie économique, industrielle, les chefs d'entreprise français et également la diaspora serbe. Et également ce soir de supporter Paris Saint-Germain, évidemment. D'accord, très bien. Et je voulais vous demander un petit peu quel genre de partenaire est la France pour la Bosnie et puis pour la Republika Srpska, pour la République des Serbes de Bosnie. Quel type de partenaire est la France en fait? Alors, la Bosnie-Herzégovine est un pays qui est sous protectorat international, il faut le dire. Cela fait 3 décennies que le pays l'État est dirigé par des étrangers. Alors nous qui y vivons, nous feignons quelque part une vie démocratique, mais il faut reconnaître quand même que c'est un certain Schmitt, en l'occurrence, qui tire les ficelles de la vie politique, et il faut vraiment souligner le fait qu'il s'est autoproclamé représentant de l'ONU alors qu'il n'a même pas l'agrément de l'ONU. L'entité de la République serbe au sein de la Bosnie-Herzégovine est un État qui est fortement décentralisé. Cette décentralisation et cette façon de fonctionner est garantie par la Constitution et les accords de Dayton qui lui ont octroyé, donc, comme je vous le disais, un niveau d'autonomie extrêmement fort. Notre problème aujourd'hui, c'est que cette autonomie est dénaturée, si vous voulez, par les puissances étrangères, les représentants étrangers qui n'ont de cesse de vouloir centraliser et unitariser le pays, et puis à nous imposer l'influence des Bosniaques qui sont majoritaires. Nous sommes 30 ans après la fin de la guerre civile, 30 ans d'interventionnisme étranger montrent que la Bosnie-Herzégovine peut difficilement continuer à exister, et se pose la question de son fondement, de sa création. Alors, dans le même temps, la candidature de cette même Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne est ouverte. Madame van der Leyen l'a annoncé il y a quelques semaines. Quelle va être la position des Serbes de Bosnie si le processus va à son terme ? Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est plus à cause de la situation géopolitique. Je pense que l'Union européenne, en réalité, n'aurait pas pu se permettre d'avoir octroyé le statut de négociateur officiel, d'ouvrir officiellement les négociations avec l'Ukraine et la Moldavie, et de délaisser la Bosnie-Herzégovine. Le statut et l'adhésion à l'Union européenne est un fait qui est accepté globalement, communément par toutes les communautés, les Bosniaques, les Croates et les Serbes. Ce n'est pas du tout remis en cause.
Le vrai problème, c'est l'existence d'une personne, d'un individu qui agit au sein de la Bosnie-Herzégovine et qui, de façon totalement illégitime, impose ses décisions. Et cela va à l'encontre du principe fondamental et essentiel de base qu'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne doit être capable d'apprendre ses décisions de façon tout à fait autonome. Quelques jours seulement après l'annonce de la décision de l'ouverture des négociations par la présidente de la Commission européenne, cet individu totalement illégitime a annoncé, qui s'appelle M. Schmitt, tout à fait. En faisant ceci, il a fait deux choses. Il a coupé net au dialogue interne de cette façon-là. Il a aussi entravé le principe européen qui correspond à la valeur européenne de l'état de droit. Nous allons difficilement avancer dans ces conditions-là, car le manque de confiance de la part des acteurs est à son plus haut niveau. Peut-être qu'une solution serait effectivement d'intégrer la Bosnie-Herzégovine en tant que membre de l'Union européenne et puis ensuite de modeler. Donc la solution, ça serait éventuellement pour la Bosnie-Herzégovine d'être intégrée en tant que telle, en tant que membre à l'Union européenne, et puis... Pour renégocier la tutelle internationale. Oui, dans ce cas-là, en fait, le protectorat international disparaîtrait. Vous utiliseriez l'Europe pour faire disparaître ce protectorat international qui date depuis 1995, en fait. On peut le voir de cette façon-là, mais... Ce qui est certain, c'est qu'avec ce protectorat international, la Bosnie-Herzégovine ne pourra jamais intégrer l'Union européenne. Lorsque ce protectorat a été introduit, à l'époque, les prérogatives liées au processus de l'adhésion à l'Union européenne ne lui ont pas été attribuées. En parcourant votre pays, il y a quelques semaines, on a senti qu'il existait encore des tensions communautaires palpables avec des velléités de part et d'autre de reconquérir des territoires qui autrefois appartenaient aux Serbes ou aux Bosno-musulmans ou aux Croates, ou d'en récupérer. Quel est l'état, comment qualifieriez-vous aujourd'hui l'état de vos relations avec la Fédération de Bosnie, avec les Croates et avec les musulmans ? Je peux dire que cette guerre civile, en fait, a été le résultat d'une incompréhension historique entre les peuples qui ont été impliqués. Vous n'avez aucun événement historique qui a marqué l'histoire où les trois communautés, les Croates, les Bosniaques, les musulmans et les Serbes, ont été du même côté. Ils ont toujours été adversaires, malheureusement. Et les musulmans, en fait, ont toujours représenté le pouvoir ottoman. Et les Serbes et les Croates ont été soumis en fait à cette influence musulmane. Au cours du règne de l'Empire austro-hongrois, on peut dire que les conditions de la communauté croate ont été améliorées, mais le problème qui a persisté, c'est la position des Serbes orthodoxes et c'est à ce moment-là, le problème des Serbes, en fait, a demeuré. Et puis vous avez, dans les années 30, l'arrivée d'Hitler. Et puis vous avez, à la suite de ça, la formation de l'État oustachi croate indépendant. Et vous avez comme résultat, en fait, le génocide qui a été commis, orchestré par la communauté croate et les musulmans. Avec la fin du siècle, nous avons l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie. Et donc, de nouveau, cette fois-là encore, les trois communautés ont été... du côté opposé ont été adversaires. Les Serbes se battaient et les Serbes tenaient en fait à préserver la Yougoslavie, bien qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt. Les Croates, eux, voulaient leur État indépendant, de nouveau, et le musulman aspirait aussi à un État indépendant. Musulmans. Alors les musulmans, on peut obtenir gain de cause, et pas les Serbes. Et par ailleurs, la Serbie a aussi été spoliée du Kosovo, de sa région. Et nous, en République serbe, nous avons été rattachés à la Bosnie-Herzégovine. On ne nous a pas permis de nous rallier à la Serbie, mais nous avons été intégrés par la Bosnie-Herzégovine. Une Bosnie-Herzégovine qui ressemblait fortement à la Yougoslavie,
Et d'ailleurs, il est intéressant de souligner que la Bosnie-Herzégovine, du temps de l'existence de l'ancienne Yougoslavie, était appelée communément la petite Yougoslavie. Si la grande Yougoslavie, entre guillemets, n'a pas pu se maintenir, comment espère-t-on maintenir la petite Yougoslavie? Je comprends bien, mais si je suis votre raisonnement, ces communautés ont toujours été opposées à un moment ou à un autre dans l'histoire, sauf sous Tito, sous la Yougoslavie de Tito, où il y avait quand même une certaine harmonie qui existait entre ces communautés. Alors, d'abord, pourquoi cette harmonie a-t-elle disparu? Et pourquoi aujourd'hui ce n'est pas possible de la refaire en Bosnie, puisque c'est la petite Yougoslavie? Parce qu'il s'agissait d'une harmonie fausse, artificielle. Et finalement, l'histoire nous a permis de connaître le vrai visage de cette harmonie. Et il faut dire que le régime de Tito était une dictature qui a pu autant se maintenir parce que Tito l'a menée d'une main de fer. Et il écrasait les mouvements nationaux. Et le décès de Tito, et ce qui caractérisait le régime de Tito, c'était justement de mettre sous le tapis toutes les questions et tous les sujets de discorde entre les ethnies. Et cela ne contribue pas à les résoudre, malheureusement. Alors, autre constat aussi en parcourant votre pays, beaucoup de crimes de guerre ont été commis. Il y a des cimetières un peu partout, il y a des croix dans des villages qui ont été massacrés, où les Serbes ont été massacrés. Il y a ce cimetière à Srebrenica, qualifié de génocide d'après l'ONU. Il y a aussi des massacres plus anciens, perpétrés par l'Empire austro-hongrois contre les Serbes. Ma question, c'est ce passé en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, est-ce qu'il est soldé ou est-ce qu'une guerre confessionnelle sectaire est-elle toujours possible aujourd'hui dans votre pays? Non, je ne crois pas que la guerre est possible. Je suis convaincue qu'aucun peuple n'aspire à la guerre. Oui, je pense que la seule chose qui a été faite de bien par les acteurs internationaux, la communauté internationale, est justement démilitarisation de la région. Mais même cela, ça n'a pas été mené à terme. C'est un processus qui n'a pas complètement abouti. Dans la partie musulmane de la Bosnie, vous avez par exemple 11 usines d'armement qui fonctionnent toujours. Ce qui n'a pas été permis pour la République serbe. Toutes les usines ont été fermées. Mais je pense qu'il n'y a pas réellement de possibilité d'une guerre nouvelle. Évidemment, si cela ne constitue pas l'objectif de la communauté internationale, de l'OTAN ou d'autres acteurs de ce type. Donc il est très difficile de pouvoir penser que la Bosnie-Herzégovine va s'homogénéiser, va être homogénéisée. Je considère que le mieux, ce serait de partager, de faire éclater l'État dans le respect des frontières internes actuelles, dans le respect des ethnies. Donc vous êtes pour l'indépendance de la République des Serbes de Bosnie? Je dis ce que je pense être le mieux. Oui, je parle de cela en connaissance de cause. Je ne dis pas ça de façon irréfléchie et je pense réellement que ce serait la meilleure solution. Mais pour les trois peuples, les musulmans, les croates et les serbes. Et que c'est justement de pouvoir agir en tant que communauté indépendante, autonome les unes des autres. Et croyez-moi, je suis convaincue que la vie que nous aurions tous, mais je sais très bien que ce genre de déclarations et d'idées fait hérisser les poils des représentants de la communauté internationale, j'en suis tout à fait consciente. La Bosnie-Herzégovine est le pays de la souffrance. Et le simple fait que 30 ans après la fin de la guerre, vous avez un représentant, un haut représentant international qui s'autoproclame l'être sans l'agrément des Nations Unies, montre finalement le fait de fermer les yeux sur un problème ne le fait pas disparaître. Bien sûr. Avant de revenir sur votre visite à Paris, je voulais vous poser une question à propos
des musulmans et de la Fédération de Bosnie. Il semble que chez eux, les quelques personnes à qui nous avons pu nous entretenir quand nous étions dans le pays ne sont pas non plus partisans farouches de rester avec les Serbes, on le sent très bien. Également, chez eux, il y a des éléments de radicalité, c'est-à-dire des gens, des mosquées, notamment qu'on a pu constater, financées par l'Arabie Saoudite, qui accueillent des prédicateurs et un certain nombre de personnes appartenant à des mouvances radicales. Est-ce que vous pensez que ces éléments peuvent amener justement à des nouveaux troubles au sein de la Bosnie-Herzégovine ? Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que ça peut conduire à la guerre, si vous voulez. Il est important de souligner, c'est un fait, que la Bosnie-Herzégovine a fourni le plus grand nombre de combattants islamistes à l'État islamiste par tête d'habitants. À Daesh, hein, ou Al-Qaïda. Ce sont des combattants de l'État islamique. L'État islamique, Daesh, donc. Il y avait plus de 500 combattants qui sont partis combattre pour l'État islamique, mais 180 ont été rapatriés en Bosnie-Herzégovine. Et donc ils sont en état de repos. Et nous ne savons pas du tout à quel moment ils se mettront à agir. Plus de 20 camps d'entraînement de combattants islamistes fanatiques ont été détectés sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Votre ministre des Affaires intérieures déclarait en fin d'année dernière que la plus grande menace pour l'Europe, l'Union européenne, n'est-ce pas, et la France, c'était justement l'islamisme. France 24, lors d'un reportage, a confirmé ce que je viens de dire, en confirmant que la Bosnie-Herzégovine a été le plus gros fournisseur de combattants. Sauf que nous n'avons pas vraiment le droit d'en parler, vous voyez. Que ce n'est pas politiquement correct, mais ce n'est pas inventé. Ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais vous, en tant que partenaire de la Fédération de Bosnie, vous avez des informations. Ces combattants ayant fait le djihad en Syrie, en Irak, sont revenus, vous nous dites, en Bosnie. Ont-ils été arrêtés? Ont-ils été jugés? Ou sont-ils dans la nature? Où sont ces combattants? Nous avons des statistiques et des informations qui sont assez approximatives à propos d'eux. Vous savez, il existe des villes, des lieux d'habitation dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine où les forces de police régulières, par exemple la ville de Maocha, malheureusement, nous n'avons pas le choix, nous vivons dans ces circonstances-là. Mais je pense qu'un événement quelconque, un événement terroriste, ferait éclater la Bosnie-Herzégovine. Autrefois, la Fédération de Bosnie, le président Izetbegović avait jugé un certain nombre de djihadistes, des gens comme Abu Hamza, le français Lionel Dumont, ont eu des procès, ont été incarcérés en Bosnie. Vous pensez que ce n'est plus le cas pour des anciens combattants de Daesh? Un seul a été condamné. Lionel Dumont aussi, djihadiste français. Oui. Mais il s'est évadé. Plus précisément, il y en avait 4500, vous voyez, donc deux en face de sur 4500, ça ne fait pas beaucoup. Et n'oubliez pas que le président Izetbegović leur a obtenu un passeport à tous. Document que nous avons pu retrouver le 11 septembre aux États-Unis, à Madrid ou ailleurs. D'accord. Je reviens sur hasard du calendrier. Votre visite à Paris coïncide avec celle du président serbe Aleksandar Vučić. Lui, le président serbe a rencontré Emmanuel Macron. On nous a dit qu'au menu des discussions devait figurer justement le cas de la Bosnie-Herzégovine. Qu'en a-t-il été et est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est dit pendant cette rencontre?
Oui, tout à fait, je suis au courant. Il s'agit réellement d'un pur hasard que les deux visites du président de la République de Serbie et de moi-même se passent en même temps. Mais je dois avouer que de toutes les façons, je suis en contact quotidien avec le président Vučić, donc je suis au courant, oui. Donc la Serbie est signataire des accords de Dayton et qui a été signé justement ici à Paris. Donc il est tout à fait naturel que ce soit un objet de discussion entre les deux présidents. Voici la façon dont nous, les Serbes, nous le voyons. Les accords ont été signés à Paris et Paris devrait justement être en charge de son implémentation. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Nous ne voyons pas une mise en œuvre française des accords de Dayton en Bosnie-Herzégovine. Nous voyons très bien les Allemands, les Britanniques, les Autrichiens, mais pas les Français. Et nous voyons très bien, nous constatons sur place qu'ils ne sont pas du tout ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas les mêmes intérêts et pas la même ligne que la France aurait dans son implication dans la mise en œuvre des accords de Dayton. Et c'est justement aussi bien le président Vučić que moi, à travers des échanges que j'ai pu avoir avec un certain nombre de sénateurs français ou les représentants de l'administration de la présidence, le rôle de la France devrait être plus prononcé. Le résultat pour la France, c'est que tous ceux qui ont pris part en fait, dans la mise en œuvre des accords de Dayton ont pu de cette façon-là obtenir de l'espace et une présence pour leur industrie, leurs banques, etc. Et nous ne voyons aucune présence française, pas de banque, pas de compagnie française, de société française. Alors, en République serbe de Bosnie, certes, mais les Français et les Serbes sont en passe de conclure un accord militaire avec des ventes de Rafales. Est-ce que tout ça va dans le bon sens ? C'est la Serbie qui achète les Rafales. Nous, en République serbe, nous n'avons pas le droit de faire ce genre d'achat. C'est interdit pour nous. Et rien ne vous concerne dans ces échanges. Nous pouvons acheter de l'équipement de police. Et les Rafales n'en font pas partie. Oui, mais je suis tout à fait au courant. Oui, la République de Serbie est en train d'acheter des Rafales aux Français. Mais nous considérons que ça nous concerne, que c'est aussi à nous. Quelque part, vous êtes des Serbes. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à nos auditeurs aussi d'avoir suivi ce grand entretien exceptionnel aujourd'hui avec le Président de la République des Serbes de Bosnie. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Au revoir.